Alors, donc, inversons le raisonnement. Donc, tout à l'heure, donc, on avait fixé K et on a augmenté L. Maintenant, on va fixer L, toujours une unité. Et c'est K qui va varier. Cette fois-ci, le capital, bien sûr, il va augmenter. Le même raisonnement. OK? Très bien. Donc, on va faire comme si on a un seul chauffeur. Et à chaque fois, on va essayer d'augmenter le nombre de voitures. Donc là, on va obtenir pour chaque situation, bien sûr, hein, une combinaison productive correspondante. Donc, L est égal à 1, on a dit Q est égal à 3, n'est-ce pas? Très bien. Donc, maintenant, K est égal à 2, L est égal à 1. Ça veut dire que j'ai deux voitures et un seul chauffeur. Combien je peux transporter de passagers au maximum? Bah, même si j'ai deux voitures, eh bien, comme je n'ai pas un deuxième chauffeur supplémentaire, eh bien, je ne pourrais pas utiliser cette deuxième voiture, donc, parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Par conséquent, donc, le maximum que je peux obtenir, c'est toujours Q est égal à 3. D'accord? C'est-à-dire, je fais comme si j'ai pas une deuxième voiture. Donc, il y a uniquement la première voiture avec le premier chauffeur. Donc, Q toujours égal à 3. La deuxième voiture, elle restera hackée, donc inutilisée malheureusement. D'accord? K est égal à 3. J'ai maintenant trois voitures, mais j'ai toujours un seul chauffeur. Donc, ce seul chauffeur, il ne peut pas effectivement, hein, donc faire travailler les trois voitures en même temps. Il ne peut pas conduire les trois voitures en même temps. Il ne peut conduire qu'une seule voiture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q sera égal à 3. Et donc, les deux autres voitures, elles vont rester inutilisées, malheureusement. Et donc, le niveau d'output ne changera pas. K est égal à 4, L est égal à 1, ben pareil, Q sera égal à 3. Donc, étant donné que j'ai un seul chauffeur, donc malheureusement, il n'y a pas des chauffeurs supplémentaires pour conduire les trois voitures supplémentaires. Donc, je ne peux pas augmenter le niveau d'output. Donc, il restera toujours Q est égal à 3. OK? Et donc, effectivement, hein, vous voyez que ici, le rapport K sur L, vous voyez, il change. Ici, est égal à 1, c'est ça la base. D'accord? Mais ici, est égal à 2. Ici, est égal à 3, est égal à 4. Donc, on ne respecte plus cette proportion fixe. Donc, c'est pour ça que le niveau d'output ne changera pas. C'est comme le principe de consommation des biens complémentaires. Si on vous donne une chaussure droite, une chaussure gauche, tant mieux, donc il n'y a pas de problème. Mais si je vous donne deux chaussures gauche et une chaussure droite, est-ce que vous pourrez changer? Non, hein, parce qu'il vous faut une deuxième chaussure gauche. Ben, c'est le même principe, hein, donc il faut toujours respecter cette proportion fixe. Très bien, donc là, vous voyez que hein, c'est le même constat. Tant que, ok, L est égal à 1, c'est-à-dire reste fixe. Donc même si, hein, donc on augmente le capital, d'accord, à l'infini, hein, donc même si vous avez un nombre infini hein, donc de voitures, d'accord, eh bien le niveau d'output, c'est pas ça qui va vous permettre d'augmenter votre niveau d'output ou votre niveau de service, comme ici, service de transport. Donc Q sera égal à une constante, comme si vous aviez une seule unité de capital et une seule unité de travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, le producteur n'a pas intérêt à augmenter uniquement le nombre de voitures, c'est complètement irrationnel. Donc il va acheter des voitures supplémentaires, il va perdre de l'argent. Donc s'il n'engage pas, il n'embauche pas de conducteurs supplémentaires, ça sert à rien. Donc la quantité d'output restera inchangée. Et donc là, on peut effectivement hein, donc écrire que ces combinaisons-là, cette première, deuxième, troisième combinaison, ils donnent le même niveau d'output. Donc on va les appeler D. Enfin déjà A. Hein, donc A, c'est commun hein, donc aux deux raisonnements. Donc A1, ok. On va dire D, ok. 2-1, E, 3-1. Et F 4-1. Donc ces combinaisons, d'accord, donnent le même niveau d'output aussi. Donc ils peuvent être représentés par une isochrone si vous voulez. Donc ils appartiennent ou ils peuvent être représentés à la même courbe. Et cette même courbe, on va le démontrer, ce sera un segment vertical, parce que cette fois-ci, c'est L qui est fixe. D'accord? Donc, L est fixé à une constante. On augmente la quantité de capital, d'accord?
et le niveau d'output reste le même, c'est-à-dire une constante. Okay. Très bien. Alors, représentons donc ces points A, D, E, F. Alors, A, c'est déjà représenté, n'est-ce pas? Donc, il me manque D, E, F. Donc, D, c'est 2, 1. Okay. Donc, ici, c'est 2. Là, c'est 3. 4. OK. Alors, ici, c'est D. Ici, je vous montre. Voilà. Donc, la combinaison E, donc c'est 3, 1, 3 unités de capital et unité de... Voilà. Donc, je marque ici E. Et puis, pour F, bien sûr, c'est 4 unités de capital et une unité de travail. Vous voyez? D, E, F. Alors, puisqu'ils donnent le même niveau d'output D, A, D, E, F, donc je peux les relier graphiquement. Et quand je vais les relier, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, une droite qui est verticale. Voilà. Une droite qui est verticale. Et comme ici, Q est égal à 3, Q aussi est égal à 3. Donc là, j'obtiens une isocante, hein, donc elle représente le même niveau d'output, okay, qui est composé de deux parties, une partie horizontale et une partie verticale. Pourquoi la partie elle est horizontale? Parce que le niveau d'output ne change pas, même si on augmente L. Ici, hein, je me déplace de A, B, c'était vers la droite, donc on augmente L. On augmente L, mais Q, elle est fixe. Ici, qu'est-ce qu'on augmente? On augmente le capital, mais Q reste toujours fixe, bien évidemment. Voilà. Donc, voilà pourquoi maintenant, vous comprenez pourquoi la partie, elle est horizontale et l'autre partie, elle est verticale. Donc, partie horizontale, ça veut dire que c'est L qui est fixe, hein, pardon, K qui est fixe. On augmente L. Et la partie hein, donc verticale, ça veut dire que c'est L qui est fixée et on augmente le capital. Voilà un petit peu hein, la raison pour laquelle il y a cette forme spéciale hein, donc en L concernant les facteurs complémentaires. D'accord? Très bien. Alors, donc on va essayer de prendre un exemple pour illustrer tout ça. D'accord? Donc l'idée que vous devez retenir, hein, donc pour résumer un petit peu hein, ce qu'on vient d'expliquer, d'accord? Ce que en fait, lorsqu'on a deux facteurs qui sont complémentaires, eh bien, si j'augmente un des deux facteurs, mais l'autre reste constant, eh bien le niveau d'output ne change pas. D'accord? Même s'il augmente à l'infini. Donc lorsque j'ai deux facteurs complémentaires, deux inputs complémentaires, si j'augmente l'un, l'autre ne change pas, reste fixe, eh bien le niveau d'output ne changera pas. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si on veut augmenter le niveau d'output, dans le cas d'input complémentaire, il faut augmenter les deux facteurs en même temps et dans la même proportion. Si je multiplie l'un par 2, il faut que je multiplie l'autre par 2. Si j'augmente l'autre de 50%, je dois augmenter le premier aussi de 50%. Si je baisse un facteur de 10%, je dois baisser l'autre facteur de 10%, et ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est que on garde K sur L fixe. Donc tant que K sur L est fixe, la proportion est fixe, et les deux facteurs sont augmentés en même temps, dans la même proportion, à ce moment-là, bien sûr, donc le niveau d'output, on peut espérer qu'il va augmenter, d'accord? Mais sinon, hein, donc s'il y a un des deux facteurs qui change, l'autre ne changera pas, bien sûr, hein, donc ça ne va pas influencer le niveau d'output. Exemple, si je prends le cas du chauffeur de taxi, donc si j'ai une voiture et un chauffeur, d'accord? Le niveau maximal que je peux produire comme output, c'est 3 passagers, transporter 3 passagers. Maintenant, imaginons que je voudrais doubler, d'accord? Eh bien, j'achète une deuxième voiture, j'embauche un deuxième travailleur. Et de cette façon, donc, je peux utiliser les deux voitures avec les deux chauffeurs. Et au lieu d'avoir juste 3 passagers, je vais avoir 6 passagers. Si maintenant, je voudrais, hein, donc, je rajoute une troisième voiture, je vais rajouter un troisième chauffeur. Et de cette façon, bien sûr, je vais transporter 9 passagers. J'augmente mon niveau d'output. Et ainsi de suite. Donc, il faut, dans le cas de facteurs complémentaires, augmenter les facteurs en même temps. Donc, on va écrire ça. Alors, donc, si on fait varier un input
d'accord, seul, alors que l'autre facteur, donc input complémentaire, j'insiste là-dessus, donc reste constant, le niveau d'output restera inchangé. D'accord? Il restera inchangé. Par conséquent, donc pour augmenter l'output, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter les deux inputs ensemble, donc en même temps, et dans la même proportion fixe. Dans la même proportion fixe. C'est-à-dire, il faut que toujours K sur L reste constant. Donc, si j'augmente K, par exemple, si je double K, je dois doubler L. Comme ça, j'aurai 2K sur 2L. Je simplifie, donc j'ai toujours K sur L qui est inchangé. Ok? Si je multiplie K par 1,5, je multiplie L par 1,5. Et ainsi de suite. Donc, il faut augmenter les deux facteurs en même temps. Très bien. Allez, on va prendre un petit exemple. Okay. Enfin, une application. Alors, application 2. Alors, concernant donc les inputs complémentaires à la fonction l'ientf, il faut être très attentif par rapport aux valeurs des paramètres, d'accord, que vous avez, c'est-à-dire petit a, petit b, parce que c'est ça qui va vous permettre de donner la bonne réponse. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Et souvent, lors des examens, hein, donc les étudiants ne font pas très attention aux valeurs de paramètres A et B. Parfois, ils se trompent sur ça. Et donc, tout l'exercice, toute l'application, malheureusement, elle est ratée. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Donc, tracez les isocomptes suivantes. Alors, on vous donne Q0 est égal à 1, Q1 est égal à 2, et Q2 est égal à 3. Ok, très bien. Alors, réponse. Donc, on a une fonction l'ientf, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que K et L sont complémentaires. C'est très important de faire cette interprétation. Donc, les deux facteurs sont complémentaires. Alors, si les deux facteurs sont complémentaires, ça veut dire que les isocomptes seront sous forme de quoi? De L. Voilà. Très bien. Alors, une fois que j'ai précisé ça, bien sûr, pour représenter graphiquement les isocomptes, donc on a besoin l'équation de l'isocompte, ça va de soi. Et pour avoir l'équation de l'isocompte, j'ai besoin de petit a et petit b, n'est-ce pas? Alors, équation de l'isocompte, et après on remplacera l'équation générale. L s'écrit, comment elle s'écrit? On l'a déjà démontré, donc c'est A sur B fois L. On a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc il suffit de chercher la valeur de A et B. Alors on a la fonction de production, min, K sur 2, L sur 4, qui correspond au min de K sur A, L sur B. Après, c'est facile, hein? Donc K avec K, L avec L. Donc A, c'est 2, B, bien sûr, c'est 4. Donc cela implique que A est égal à 2 et B est égal à 4. Je rappelle, hein, donc, la signification de petit a, petit b, c'est quoi? Eh bien, A, c'est la quantité de capital nécessaire pour produire une unité d'output. Et petit b, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité d'output. Très bien. Alors, après, l'équation, elle est facile à en déduire. Donc, A sur B, ça fait 2 sur 4 fois L. Okay. On simplifie par 2. Donc, ça me donne K est égal à 1 sur 2 L. Voilà l'équation générale finale de l'isocompte. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, hein, donc j'ai 3
isoconte à représenter. Je vais commencer par Q0 est égal à 1. Comment je vais obtenir? Ici, je n'ai pas comme les autres isocontes, sous forme droite ou convexe. J'ai dans l'équation Q0 et je remplace. Ici, je n'ai pas Q0. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je sais que donc K est égal à 1 demi sur L. Donc, ça nous permet de voir si je trouve L, d'en déduire K. Mais je dois d'abord trouver K. Alors, pour avoir K, je sais qu'il y a une relation qui me dit que A ou K sur A est égal à Q, n'est-ce pas? Parce que K sur A, c'est le niveau d'output que je peux obtenir avec la quantité de capital. Et dans ce cas-là, la quantité d'output que je peux obtenir avec tout le capital qui existe dans l'entreprise, c'est égal à 1. Donc, je remplace par 1. Et après, c'est facile de trouver K. K est égal à A fois 1. Bien sûr, ce sera égal à A qui est égal à 2. OK? Et ensuite, donc je peux en déduire la valeur ici, puisque K est égal à L sur 2, qui est égal à 2. Donc on peut simplifier, ça veut dire que L est égal à combien? Ben justement, L est égal à 4. Et j'obtiens donc la combinaison A, par exemple, donc qui se compose de 2 unités de capital. Voilà, et 4 unités de travail. Alors ici, ce qui est intéressant dans l'isoconte, sous forme de N, on a besoin d'un seul point, ok? J'ai pas besoin de 2 points comme la droite, ou 3 pour la, on va dire, l'isoconte convexe. J'ai besoin seulement d'un seul point. Pourquoi? Parce que quand je parle de la forme de en L, vous voyez, L, c'est quoi? C'est une partie horizontale et une partie verticale. Mais ils ont un point d'intersection. Donc, il suffit de trouver ce point d'intersection. Et à partir de ce point, je vais tracer une droite horizontale et une autre verticale. Et le tour est joué. Donc, à partir du point A de 4, je peux effectivement donc tracer une isoconte qui passe par ce point A. Une partie qui est horizontale qui passe par ce point A et une autre qui est verticale qui passe toujours par le même point, d'accord? Très bien. Alors, donc on va faire la représentation graphique et continuer pour le reste. Comme ça, je reviendrai sur ce graphique aussi. Pour reporter les autres isocontes. Okay. Donc, toujours LK. Donc, le point 2, 4. Le point 4, c'est ici. 2, 1, 2, 3 et 4. Donc, je représente le point A, tout simplement, comme d'habitude, de manière classique. J'ai le point A, il est ici, d'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Il suffit de tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses, vous voyez? Parallèle à l'axe des abscisses, donc horizontale. Et une autre qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc verticale, tout simplement. Et j'obtiens donc Q0 est égal à 1. Voilà l'isoconte qui représente Q0 est égal à 1. Donc vous voyez, on a besoin d'un seul point. Très bien. Alors maintenant, Q1 est égal à 1. Donc c'est la même démarche. Alors pareil, je commence par K. Ok, K sur A est égal à Q est égal, excusez-moi, donc c'est 2 cette fois-ci. Donc on a déjà fait le A est égal à 2. Ce qui implique que K est égal à 2 fois A. A, on a dit c'est 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Ok. Après, bien évidemment, donc l'équation de l'isoconte, on pourrait aussi, donc je vais changer un petit peu, L sur B est égal Q aussi, donc c'est la même chose, donc qui est égal à 2. Donc ce qui implique que L est égal à 2 fois B, et donc petit b, on a dit c'est 4, 4 fois 2, ça fait 8. Voilà, c'est la même chose. Donc, si vous remplacez ici dans l'équation de l'isoconte, pareil, vous allez avoir 4 est égal à L sur 2, ce qui implique que L est égal à 4 fois 2 est égal à 8. Donc, c'est la même chose. Donc, B, voilà, j'ai trouvé un point, une nouvelle combinaison. Donc, il se compose de 4 unités de capital et 8 unités de travail. Donc, pareil, je vais venir ici, ok, 4 unités, d'accord, de capital, c'est ici. Et 8, c'est ici, donc par exemple, ok. Et donc, j'obtiens donc un point d'intersection ici, B. Pareil, à partir de ce point B, je vais tracer une droite, donc, parallèle, qui passe à droite, vous voyez, parallèle à l'axe des abscisses, et une autre
partie, une autre droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et donc verticale. Et ça va représenter Q1 est égal à A2. Ok, très bien. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez faire le même travail pour Q2 est égal à 3. Donc c'est la même logique. Ok, très bien. Donc là, ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour représenter une isoquante, dans le cas de facteurs complémentaires, il suffit d'un seul point. Voilà. B, A. Et à partir de ce point, bien sûr, on trace une droite parallèle, horizontale, parallèle à l'axe des ordonnées, et verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Très bien. Alors, juste une dernière remarque. Ok. Alors, si je vous pose la question, donc si on prend juste Q0 est égal à 1, ok. Alors, on a la combinaison A, bien évidemment, qui est un point d'intersection entre la partie horizontale et la partie verticale. À droite du point A, il y a des combinaisons, n'est-ce pas, hein? Donc, il y a des combinaisons qui donnent le même niveau d'output. Plus haut que le point A, il y a aussi des combinaisons qui donnent le même niveau d'output. Q0 est égal toujours à 1. Très bien. Alors maintenant, la question, quelle est la meilleure combinaison parmi ces combinaisons qui sont en haut et celles qui sont ici, hein, donc sur la partie horizontale, à droite? Quelle est la meilleure combinaison? Eh bien, la meilleure combinaison, c'est le point d'intersection. C'est le point d'intersection. C'est pour ça qu'on choisit de représenter toutes les isoquantes à partir du seul point, c'est-à-dire le meilleur point, la combinaison optimale. Pourquoi c'est la combinaison optimale? Parce que A, vous voyez, hein, donc il permet d'avoir quoi? Il me permet d'obtenir une unité d'output. Avec combien de capital? 2 unités de capital et 4 unités de travail. Très bien. Si je prends les combinaisons qui sont à droite, pourquoi ils ne sont pas meilleurs que A? Parce qu'ils contiennent bien sûr la même quantité de capital, hein, donc c'est toujours 2, hein, vous voyez, ça passe toujours par 2, mais ils contiennent plus de travail. Donc, s'ils contiennent plus de travail, par exemple, ici c'est 5, ici c'est 6, ici c'est 7, etc. Donc, ils contiennent plus de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le producteur, il est obligé de payer plus de salaire. Mais est-ce qu'il obtient plus d'output? Non, puisque le même niveau d'output, il reste inchangé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, elle est moins chère que les combinaisons qui sont à droite ici, en termes de coût de travail. Donc, ils permettent d'économiser les salaires et donc de produire le même niveau d'output avec moins de coûts de travail. Donc, elle est moins chère que celles qui sont à droite. De la même manière, la combinaison A, elle est aussi moins chère que celles qui sont sur cette partie verticale, qui sont plus haut. Pourquoi? Parce que les combinaisons qui sont plus haut, ils contiennent quoi? Plus de capital, vous voyez, hein? Donc, ils ont la même quantité de travail, 4, fixé ici par exemple à 4, mais ici on a par exemple, 2 unités de capital, ici 3, 4, 5, 6, etc. Et donc là, est-ce que ces combinaisons qui ont plus de capital, est-ce qu'ils permettent d'avoir plus d'output? Non, c'est toujours Q0 qui est égal à 1. Donc, A, elle est meilleure que ces combinaisons. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir le même niveau d'output avec moins de capital, donc moins de charge, bien évidemment. Et donc là, vous voyez que je raisonne en termes de travail, en termes de capital. A, elle est toujours le point d'intersection. Ça représente la meilleure combinaison parce qu'il permet d'avoir le même niveau d'output avec moins de travail, moins de capital, donc moins de charge, donc moins cher. Ok? Donc on écrira cette remarque, c'est très intéressant. J'avais déjà posé cette question dans un examen, il y avait des étudiants qui n'ont pas pu répondre alors que c'est très simple. Donc, le point d'intersection, ok? Le point d'intersection de l'isoquante en L ou sous forme de L représente la meilleure combinaison, ok, pour le producteur, car il permet d'obtenir le même niveau, le même niveau d'output avec, si vous voulez, en utilisant moins de travail
et moins, bien sûr, de capital, ce qui implique de payer moins de charges. Donc, c'est la combinaison. Pourquoi c'est la meilleure combinaison? Parce que c'est la combinaison la moins chère. Il permet d'obtenir le même résultat, le même niveau d'output, mais avec un coût de production qui est moins cher. Bien sûr, le producteur, il est rationnel. Donc, voilà, si tu lui dis, tu peux obtenir le même résultat en payant moins d'argent, bien évidemment, hein, donc, il sera content. Et donc, ça lui permet de maximiser son profit. Ok, voilà un petit peu, hein, donc, grosso modo, ce qu'on peut dire au sujet des deux formes. Hein, donc exceptionnelles, parce que la règle, c'est quoi pour retenir, hein, donc la règle, c'est que les isocontes soit sous forme convexe, c'est la forme la plus, on va dire, majoritaire, la plus fréquente, qui représente des inputs imparfaitement substituables, mais il y a deux cas exceptionnels, donc le cas de facteurs complémentaires, c'est-à-dire l'isoconte sous forme de L, et le cas de facteurs parfaitement substituables, les inputs sont, enfin les isocontes sous forme de droite, bien évidemment. Et donc on a expliqué que dans le cas d'inputs complémentaires, la forme en L, c'est la combinaison d'une partie horizontale et une partie verticale. Pourquoi on a un segment qui est horizontal? Parce que le niveau d'output ne change pas lorsque L augmente alors que K est fixe. Et pourquoi on a une partie ou un segment vertical? Parce que le niveau d'output ne change pas non plus lorsque K augmente et L est fixe. Et donc la combinaison des deux, donc ça donne une forme en L. Et au point d'intersection, on retrouve la combinaison la meilleure parce que c'est la moins chère et qui permet d'obtenir toujours le même niveau d'output. Voilà, donc on va arrêter hein, donc cette deuxième partie à ce niveau-là et on va s'intéresser bien sûr donc au taux marginal de substitution technique dans la troisième partie de cette vidéo, de cette séance.